Bonjour à tous, alors le topo d'aujourd'hui fait suite au premier topo sur les tumeurs cutanées et donc aujourd'hui on va voir les mélanomes. Alors on verra en première partie donc quelques généralités sur les mélanomes, puis les facteurs de risque. On verra donc quels sont les critères de dépistage et l'aspect clinique. On fera un point sur donc l'évolution naturelle de la maladie ainsi que ses facteurs pronostiques. Et enfin, on abordera un petit peu donc, les traitements disponibles aujourd'hui. Donc le mélanome, c'est une tumeur issue du mélanocyte. Le mélanocyte, c'est une cellule située au niveau de la jonction dermo-épidermique qui est responsable de la production donc, de mélanine, qui est le pigment qui va permettre la coloration plus ou moins foncée de la peau. Le mélanome, c'est une tumeur très agressive. En effet, la mortalité est de l'ordre de 30%, tous stades confondus. L'âge moyen au diagnostic est donc de 50 ans et l'incidence varie en fonction donc de l'ethnie et de l'origine géographique. Les populations caucasiennes donc sont plus touchées par ce type de cancer que les populations asiatiques ou africaines, et notamment en Australie où il y a beaucoup donc de sujets de phototype clair et qui sont fortement exposés au soleil. On observe donc une forte incidence donc de mélanome. Ce qui est inquiétant actuellement, c'est qu'on observe donc une incidence et une mortalité en augmentation depuis quelques années. Alors au niveau des facteurs de risque, on a donc d'un côté les facteurs environnementaux avec les expositions solaires intenses et répétées, autant dans l'enfance qu'à l'âge adulte. Et puis d'autre part, il y a les facteurs génétiques. Alors les mélanomes, ils arrivent de façon sporadique la plupart du temps, mais on décrit donc 10% des cas avec des antécédents familiaux. Un gène, le gène CDKN2A, donc gène suppresseur de tumeur, a été identifié comme prédisposant au risque de mélanome lorsqu'il est muté. Et on a également donc les personnes de phototype clair et les personnes avec un syndrome du névus atypique, c'est-à-dire donc des névis qui ont des critères de malignité, seront plus à même de développer un mélanome au cours de leur vie. Donc pour le dépistage des mélanomes, il a été établi une liste donc de 5 critères qui sont assez simples à retenir. Ce sont les critères ABCDE. Et lorsqu'une lésion pigmentée donc réunit 3 critères ou plus de cette liste, la lésion sera fortement suspecte de mélanome. Donc le critère A, c'est pour l'asymétrie. Le critère B, c'est pour des bords irréguliers. Le critère C, c'est pour une couleur hétérogène. Le critère D, c'est pour un diamètre supérieur à 6 mm. Et le critère E, c'est pour l'évolutivité de la lésion. Donc ces 5 critères sont résumés dans ce tableau. Vous avez la ligne du haut qui représente donc des images de névis normaux. Et juste en dessous, donc, ce sont des mélanomes. Tableau à bien retenir, à bien avoir en tête, puisqu'il peut être utilisé par les dermatologues, mais également donc, par les médecins généralistes pour le dépistage donc, généralisé donc, des mélanomes. À côté de ces critères ABCDE qui peuvent être utilisés par tout médecin, on a également d'autres critères donc, en dermoscopie. Je rappelle la dermoscopie, donc c'est l'étude grâce au dermoscope, qui est un appareil qui supprime la couche cornée de l'épiderme et qui permet donc de visualiser des structures un peu plus précisément. Ça, c'est donc de l'ordre de la spécialisation en dermatologie. Donc vous n'avez pas à retenir les critères de dermoscopie. Juste donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc une lésion pigmentée est d'autant plus suspecte qu'elle est prurigineuse et qu'elle saigne au contact. Alors toutes ces suspicions ne confirment en rien donc le diagnostic, et il va falloir donc faire une biopsie à votre patient pour pouvoir avoir une confirmation donc histologique. Après, il a été décrit différentes formes cliniques de mélanome. Elles ont toutes le même pronostic. Il n'y en a pas une qui est de pronostic plus favorable que l'autre. Donc on a tout d'abord le mélanome extensif superficiel ou mélanome SSM. Donc, comme on voit, c'est donc une tache mélanocytaire plane, et donc sur celle-ci on voit bien que les bords sont irréguliers, elle est asymétrique, on distingue plusieurs couleurs. Pour la taille, donc ça c'est difficile de savoir, et l'évolutivité aussi, on ne peut pas savoir sur une seule photo. La deuxième type de mélanome, donc c'est le mélanome de Dubreuil.
classiquement retrouvés sur les zones photoexposées, donc chez les personnes âgées. Ici, c'est donc le joug d'une dame d'à peu près 80 ans. Ensuite, on a la forme acrale, ou le mélanome acral lentigineux. Il faut bien regarder toute la surface cutanée de votre patient, parce que ici on voit bien que c'est pas une zone photo-exposée, et pourtant il y a un mélanome qui se développe. On a les formes également d'emblymes nodulaires. Habituellement, ou classiquement, les mélanomes ont d'abord une extension horizontale avant d'avoir une extension verticale vers le derme. Dans certains cas, c'est à peu près 5% des cas, donc la phase extensive en profondeur est d'emblée. Et on a également donc les mélanomes qui apparaissent au niveau des muqueuses. Donc on pourra parler de guérison si l'exérèse est complète dans le cadre d'un mélanome intraépidermique, c'est-à-dire que après donc la biopsie et donc la confirmation histologique, il va falloir refaire une reprise chirurgicale avec des marges qui sont en général entre 0,5 cm et 3 cm. La taille de ces marges sera dépendante donc de l'indice de Breslow. Et on peut également donc avoir un risque donc de récidive et de métastases, des métastases donc cutanées, ganglionnaires, voire viscérales. Donc après, c'est important de retenir les facteurs de mauvais pronostic. On a des facteurs tout d'abord histologiques. C'est l'indice de Breslow, donc l'un des facteurs les plus importants à retenir. C'est donc l'épaisseur du mélanome une fois qu'il a été enlevé chirurgicalement. Et donc parce que l'épaisseur est directement corrélée donc au pronostic. L'ulcération, c'est aussi un critère important si la lésion est ulcérée, et ça sera de mauvais pronostic. L'index mitotique, de mauvais pronostic s'il est élevé. Le niveau de Clark, alors plus tellement utilisé, le niveau de Clark en fait décrit les niveaux anatomiques d'atteinte, si le mélanome atteint par exemple seulement l'épiderme ou s'il s'enfonce donc dans le derme superficiel ou profond. Et enfin, pour une tumeur primitivement isolée, on a de plus en plus donc la technique du ganglion sentinelle, c'est-à-dire que par des méthodes scintigraphiques, on va rechercher au niveau de l'aire de drainage lymphatique, de là où a été trouvée la lésion suspecte, on va regarder donc s'il y a des ganglions atteints, et donc qui est donc un facteur de mauvais pronostic. À côté de ces facteurs histologiques, on a donc d'autres facteurs de mauvais pronostic, des facteurs cliniques. Le sexe masculin, l'âge avancé, donc en général c'est l'âge plus de 60 ans. Une localisation au niveau donc du tronc, de la tête ou du cou. La présence donc de métastases viscérales. Et un critère donc clinico-biologique, c'est lorsque les LDH sont élevés, c'est associé donc à un pronostic plus défavorable. Alors au niveau des traitements, donc pour une tumeur primitive isolée, il suffira donc de faire une chirurgie d'exérèse complète. En général, quand on a une lésion suspecte, il faut l'enlever en entier, et après l'anatomopathologiste va vous dire si les marges sont saines ou s'il faut reprendre. Dans tous les cas, les marges, il faut en faire toujours donc moins de 3 cm, et en fait elles vont dépendre selon le Breslow donc décrit en histologie. Et au niveau de la profondeur, il faudra enlever jusqu'au fascia. Puis ensuite, le patient aura un suivi clinique. En général, c'est pendant 5 ans, et après l'exérèse, et au mieux, c'est à vie. Et on pourra rajouter à ce suivi clinique donc une imagerie de contrôle si l'indice de Breslow initial était élevé. Lorsqu'on est devant une situation donc de mélanome métastatique, il faudra faire une recherche de mutation BRAF, puisque depuis quelques années ont été développées donc des thérapies ciblées qui vont pouvoir être utilisées si cette mutation est présente. Sinon, on a d'autres moyens, on a des immunothérapies ciblées donc contre des récepteurs du système immunitaire, donc un petit peu moins spécifiques. Et enfin, en dernier recours, on pourra donc prendre des chimiothérapies plus classiquement. Donc, je vous ai fait un tableau récapitulatif. Donc ça, ce sont des notions assez poussées. Vous n'êtes pas obligé donc de retenir. Il faut comprendre le principe général. C'est-à-dire que donc devant tout mélanome métastatique, il va falloir rechercher la mutation BRAF.
Si elle existe, cette mutation, on proposera d'emblée au patient donc une thérapie ciblée. En général, c'est une association donc d'un anti-BRAF et d'un anti-MEK, puisque les cellules tumorales utilisent une voie de signalisation majoritaire donc pour leur prolifération. Et si on met 2 verrous au niveau de cette voie de signalisation, on a plus donc de chances d'inhiber la prolifération tumorale. Sinon, la cellule cancéreuse va développer donc des mécanismes pour dévier la molécule qui l'empêche de proliférer. C'est important ce double verrou. On a donc développé des anticorps anti-BRAF et des anti-MEK. Et donc si le patient échappe à cette thérapie ciblée ou si d'emblée il est BRAF sauvage, c'est-à-dire BRAF non muté, on lui proposera donc une immunothérapie. C'est un peu le même principe, sauf que là en fait la cible ce sont les cellules du système immunitaire. On a différentes cibles, on a des molécules qui vont être dirigées contre le récepteur PD-1 et on a également donc des molécules qui vont inhiber le CTLA4. Et donc ça va permettre une stimulation des défenses immunitaires antitumorales. Et si le patient échappe à l'immunothérapie, on proposera donc en troisième ligne une chimiothérapie. Voilà, donc j'espère que ce cours sur le mélanome vous aura un petit peu éclairé. N'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser en commentaire.